Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la critique analyse du chapitre 1079 et 1080 de One Piece, une double critique analyse. Pourquoi je n'ai pas fait la critique analyse du chapitre 1079 Oula, désolé, ça me prend. Tout simplement parce que j'ai perdu mon petit chat la semaine où est sorti le chapitre et j'avais juste plus la motivation. J'ai pas streamé, j'ai pas fait la critique, j'ai pas lu le chapitre, j'étais occupé voilà, à vivre, voilà, à être auprès de mon chat avant qu'il parte. Il était tout jeune, etc., mais très malade. Il a pas pu s'en sortir. Il s'est battu, mais il a pas pu vaincre la maladie et tous ses problèmes. Donc voilà, donc j'étais très occupé personnellement avec mon petit bébé. Donc vous avez pas eu de critique analyse du chapitre 1079. Du coup, j'en profite pour, en même temps de faire celle du 1080, faire celle du 1079. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Et puis on est parti, alors chapitre 1079, très bon chapitre, on est encore dans l'enchaînement d'Egghead avec de très bons chapitres où on a encore des choses assez intéressantes. On voit déjà comment York à quel moment elle a parlé au Séraphin, elle leur a donné leur ordre, etc. C'est sympa, on voit vraiment qu'elle a dit du coup à Snake, tu fais ci, tu fais ça, quand ils seront tous là, tu me transformes, tu me détransformes, etc. Mais surtout, on voit que un navire de Barbe Noire est en chemin. Pour moi, c'est pas Barbe Noire, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun sens, à mes yeux, ça n'a aucun sens que Barbe Noire soit là. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que Saturne et Kizaru, ainsi que 100 navires de la marine arrivent. Si tu mets Barbe Noire qui arrive là, en fait c'est la fin du manga. C'est-à-dire que la plus grande partie de la marine est là, les Mugiwara sont là, Barbe Noire est là, oui d'accord. Alors du coup, grande guerre, ok, immense guerre navale sur terre et tout, sur la petite île, incroyable, il y a le CP, il y a Lucci, blablabla, technologie de développement. Ok, mais en fait c'est à mes yeux c'est pas bon. Pourquoi? Parce que il y a Shanks et Shanks qu'on voit d'ailleurs dans le chapitre 1079. Du coup ça fait quoi? Imaginons Luffy, la Barbe Noire, Luffy, la marine. Donc après il retrouve Shanks sur la route pour découvrir le One Piece. Sauf qu'est-ce qu'on fait de him, qu'est-ce qu'on fait de la Cross Guild? Donc pour moi ça n'a aucun sens. Par contre ça a un sens si c'est tout simplement des commandants de Barbe Noire qui arriveraient sur Egghead, soit pour voler des choses, soit pour profiter de ce qui s'y passe, soit juste pour foutre le bordel, va savoir. Pour moi, à mes yeux, c'est sûrement Aokiji qui arrive à voir ce qui va se passer. Ensuite, en retour à Elbaf, on voit Kid, on voit surtout la flotte de Shanks qui est juste très mauvaise. En fait, mauvaise. Non, c'est quand même des pirates qui ont... C'est-à-dire que par rapport au haut niveau de la piraterie, ils sont mauvais, mais ils sont quand même dans le Nouveau Monde, si tu veux. Ils sont quand même dans Grand Line, ils sont quand même dans le Nouveau Monde, donc c'est quand même des pirates avec un peu, tu vois, de force, très légèrement, on va dire, par rapport à l'échelle des grands pirates du Nouveau Monde. Mais en fait, ils sont tellement faibles par rapport aux grands pirates que Shanks les protège. Donc on se rend compte que Shanks est un empereur hors son équipage qui est surpuissant, c'est-à-dire son équipage à lui et lui-même, en fait, sa flotte est très faible. Et donc, on se rend compte que Kid, il va tout simplement, en fait, les démonter. En fait, Kid va les démonter en un coup. Et d'ailleurs, j'ai adoré cette case avec tous ces trucs. En fait, elle est hyper chargée, cette double page. Et pourtant, je la trouve extrêmement lisible. Je tiens à vous le dire, on sait qu'Oda problème de vue en ce moment, il a énormément du mal avec sa vue. Il a dit qu'il s'excusait parce qu'il a du mal à dessiner les détails, il a du mal à dessiner en ce moment, et pourtant je trouve franchement que c'est largement lisible. Je trouve que les gens qui se plaignent j'en ai marre de vous, vraiment. C'est-à-dire qu'il aurait pas de problème de santé, ça ferait 1 an qu'il fait son manga et il nous dit je galère à dessiner les pages. J'aurais été en mode bon, ok, fais des moins grosses pages. Ou Oda, ça fait plus de 20 ans qu'il dessine, il voit pas sa famille, il dort 4 heures par jour, il a une santé de merde, il commence à pas bien y voir et les gens font chier.
parce que il y a des ombres qui sont pas très bien dessinées, quoi. Donc assez cool de voir l'équipage de Shanks qui lui donne des informations. On voit que du coup il s'informe et il reste informé par rapport aux évolutions des pirates. On voit qu'il a un rapport sur Kid par exemple qui dit qu'il vient de South Blue, etc., etc. Très intéressant. Et surtout voilà, donc comme je vous disais, Kid qui tout simplement est en mode bon, la flotte de Shanks qui m'arrive dessus, je suis pas là pour ça, boum, Damned and Punk, je vais tous les raser en un coup. Enfin hallucinant, c'est à dire que souvenez-vous, on avait vu Ace un peu faire ça avec le Barrel Course lors de comment ça s'appelait, merde, l'arc de Vivi, lors de Alabasta. Souvenez-vous, il était arrivé pire aux fruits et il détruit 3-4 bateaux, mais c'était des bateaux de random du Baroque Works, tu vois, c'était des merdouilles, quoi. Là, on parle quand même de flotte, de bateaux, d'un empereur, de pirates quand même qui voguent sur le Nouveau Monde, pas puissant, mais qui voguent quand même sur le Nouveau Monde et qu'il va raser en un coup. C'est quand même fort, quoi. Et j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop compris les gens qui disent ouais, Kid est nul. Non, Kid n'est pas nul, mais il est pas empereur, quoi. Il faut le dire, il est pas empereur. Et pas que à cause de lui personnellement. Kid n'a pas de flotte, Kid n'a pas un équipage aussi puissant par exemple que Luffy. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que Law n'est pas empereur, les gars. Malgré le fait, alors déjà il y a deux choses qu'il faut bien expliquer aux gens. Luffy ne bat pas seul Kaido. C'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que avant que Luffy batte Kaido, il y a les fourreaux, il y a le combat sur le toit avec un peu tout le monde, il y a Yamato, il y a Luffy qui perd 3 fois quand même dans ce combat, et surtout il y a son éveil. Pourquoi Luffy est un empereur? Parce qu'il s'éveille en réalité, parce que le fruit de Luffy, le Zoan qu'a Luffy, du dieu Nika, c'est le fait qu'il est éveillé, c'est beaucoup trop dangereux pour le gouvernement mondial. Parce qu'en réalité, même Luffy n'a pas battu Kaido tout seul. Parce que j'ai vu beaucoup de gens dire oui, c'est parce que machin, c'était Kid et Law contre Big Mom, que machin. Non, rien à voir. Luffy n'a pas battu tout seul Kaido. Après, c'est vrai aussi que Luffy a des coups dans le dos de l'agent du CP, etc. Donc voilà. Donc mais en fait, ce qui fait surtout la différence, c'est que Kid n'a pas de flotte, Kid n'a pas un équipage puissant. Pourquoi je vous dis ça? L'attaque que fait Shanks là, mais pour moi, Zoro la part en fait. Shanks fait une attaque au sabre, Zoro la part. À mes yeux, Zoro peut parer cette attaque. Alors, c'est personnel. Vous avez le droit, dans les commentaires, de me dire « Mais tu es fou, jamais Zoro part le trépas divin de Shanks, c'est beaucoup trop puissant. » Et vous avez le droit de penser ça. Mais quand moi je vois, sur le toit, Zoro, sans maîtrise du Haki des Rois, arriver à tanker l'attaque combinée de Kaido et Big Mom, qui est une attaque d'une puissance phénoménale, parce que ça c'est un truc aussi qui m'énerve, ces gens qui se disent ouais, le Trident divin, on n'avait jamais vu un truc aussi puissant. Les gars, on a vu une attaque combinée de Kaido et Big Mom, c'était un truc de si Zoro, on ne sait pas comment part pas le truc pendant 3 secondes, on a Luffy, Zoro, Law, Kid qui meurt d'un coup, les gars, ou qui sont KO d'un coup. Donc mais pour moi, donc voilà, pourquoi ça joue un rôle? Parce que si c'était Luffy et que Shanks, voyant, parce que c'est ce qui se passe en fait, il a son actif d'observation qu'il l'enclenche, il voit le futur, il panique pour sa flotte, enfin il panique, il a peur pour sa flotte parce qu'il se rend compte qu'ils vont tous se faire tuer, donc il est en mode, il faut que j'y aille. Est-ce qu'il maîtrise le pas de lune pour aller si vite, un peu à la Sanji, je sais pas, mais il arrive à une vitesse folle devant Kid. Et là, il donne un coup de sabre, il défoue, il sort son sabre, et il utilise son Haki des Rois en même temps que l'attaque, trépas divin. La génération d'Haki des Rois met KO une partie de l'équipage de Kid, et surtout, lui, il est pas du tout en position de défense, il est en position de tir, et en fait, il a aucun moyen de contrer. Là où pour moi, Luffy, si c'était Luffy à la place de Kid, mais si Luffy ne se rend pas compte de Shanks qui arrive, mais Zoro, pour moi, peut parer une attaque comme ça. Alors attention, ça ne veut pas dire que Zoro est capable d'affronter Shanks. Je ne suis pas sûr de ça. Ce qui est sûr, c'est que Mihawk était
l'adversaire favori de Shanks pour leurs petites joutes, leurs petits duels, etc. au sabre. Donc Mihawk étant le mentor de Zoro et étant surtout celui qui a amené Zoro à combattre pour devenir le plus grand épéiste. Pour moi, Zoro à l'épée est censé pouvoir combattre Shanks. Maintenant, au Haki des Rois, ce qui est sûr, c'est que l'Haki des Rois de Shanks est beaucoup plus développé que celui de Zoro actuellement. Mais donc, c'est pour vous faire le parallèle. Luffy est surtout un empereur par rapport aux deux autres parce que son équipage est bien plus fort quand tu vois Zoro, Sanji, même Nami avec Zeus, etc. Et quand tu vois l'équipage de Law ou de Kid. Donc, trépas divin, l'équipage de Shanks, l'équipage de Kid se fait se fait littéralement one shot, et se fait one shot aussi parce que Kid ne s'attendait pas, comme je vous disais, à se faire attaquer de front comme ça par Shanks. Est-ce que c'est pas aussi le fait que Kid ne maîtrise pas l'acquis d'observation et n'a pas pu anticiper que en faisant son attaque, Shanks allait instantanément l'attaquer pour parer. Là, ce qui se passe, c'est qu'il génère tellement avec son Damned Punk une arme si lourde en métal, etc., qu'en fait, il s'est auto-condamné parce qu'il n'a plus aucune possibilité de contrer ou de parier l'attaque de Shanks. Pourquoi je dis ça? Parce que n'oubliez pas que le pouvoir de Kid, malgré le fait qu'il soit stylé et tout, ça prend du temps d'assembler tout, de modifier toutes les pièces entre elles et tout, et donc il a juste pas eu le temps. Derrière ça, on voit tout simplement que l'attaque est tellement puissante et prise de front de Kid qu'il a pas eu le temps de s'enduire de haki d'armement pour se protéger, il a pas eu le temps de parer, il a à prendre de front le haki enfin, c'est hallucinant, mais c'est logique en fait. C'est tout simplement, souvenez-vous, la même chose que quand Luffy en Gear 4 sur Wano a fait le malin devant Kaido et Kaido lui a mis un gros coup avec, vous savez, sa grosse massue, je sais plus son nom, son kanabo, il lui a foutu un gros coup avec du haki des rois infusé. Luffy Gear 4 s'était fait défoncer. C'est la même chose en réalité. Par contre, là où c'est hallucinant, c'est qu'on se rend compte que l'équipage de Kid du coup rentre en panique complet parce que Killer et Kid sont complètement KO. Ils donnent les poneglyphes, etc. Et en plus de cela, derrière, Dory et Brogy, rappelez-vous à l'ancienne, quand il avait fait avec le poisson rouge pour faire passer les Mugi, détruisent et perforent, comme avec le poisson, le bateau de Kid. Et le narrateur, pour terminer ce chapitre, 1079, nous dit que l'équipage de Kid est anéanti. C'est donc la fin de l'équipage de Kid. Kid n'est plus dans la lutte pour être roi des pirates. On sait que Kid était dans la lutte. Il a perdu son face-à-face qu'il a lui-même voulu prendre contre les géants et la flotte et l'empereur Shanks. Il a délibérément pris ce combat. Il a perdu ce combat. Son équipage a abdiqué. Son vice-capitaine a perdu. Il a perdu. Son équipage a abdiqué. Il a perdu tous ses rods poneglyphes. Il a perdu son bateau. C'est la fin pour Eustase Kid. C'est une fin très surprenante. Je vous l'avoue. C'est vrai que quand je l'ai lu, j'ai été très choqué par la violence de la scène. Mais en réalité, c'est juste logique. On est à la fin. Il faut pas oublier quelque chose. N'oubliez pas que quand les Mugi vont sur le territoire de Big Mom, s'il n'y a pas ce semblant de chance et le sacrifice de Jinbei, Big Mom est à ça de faire exactement la même chose au Sunny. Je le dis parce que je fais partie des gens qui aujourd'hui défendent Big Mom parce que beaucoup trop de personnes sous-estiment cet empereur, l'empereur qu'elle était. Donc c'est une violence, hallucinante. Alors est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont mourir? À mes yeux, ils vont pouvoir survivre tout simplement parce qu'il va y avoir des débris à la surface, que l'équipage de Kid ne compte pas que des utilisateurs de fruits du démon, et que donc je pense que l'équipage de Kid va pouvoir remonter Kid, remonter Killer. Ils vont être sur des planches et tout, ils vont dériver, à voir comment ils s'en sortent, comment on va suivre, mais pour moi c'est terminé pour Sasuke, sa carrière de pirate s'arrête ici en tout cas pour viser le endgame du manga et de l'œuvre One Piece. C'est terminé, il a perdu. On passe maintenant les amis au chapitre 1080, je coupe là.
vous aurez les deux critiques de la même journée. Donc j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous en cliquant ici. La critique analyse du Jet 2080 est juste là. Je la tourne juste après. Donc voilà, à tout de suite. Allez, salut tout le monde. Ciao.